Merci beaucoup. Merci à vous. J'appellerai maintenant Monsieur Jean Gosselin de la salle ici. Gosselin. On essaie de gagner du temps. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame Grandbois, Monsieur Germain. J'ajouterai pas, en fait, le but de mon intervention, c'est de parler de l'entente cadre. J'ajouterai pas ce que ma distinguée collègue a ajouté là-dessus, a dit là-dessus, sinon que d'y aller d'une question, puis peut-être aussi une observation. Il y a en acceptabilité sociale des questions qui sont reliées à la perception. On dit des fois que la perception est même plus importante que la réalité. Alors, je suis producteur agricole, je le mentionne à nouveau, et je pense que la perception dans la population qui serait générée par une entente cadre, négociée de la façon dont elle se négocie, pourrait peut-être être aussi négative pour l'Union autant que pour la confiance, si on veut, là-dedans. Alors, j'y vais de ma question. Le promoteur TransCanada est-il prêt à prendre l'engagement d'attendre la fin du processus d'examen de son projet avant de conclure une entente cadre avec l'UPA? Ceci afin de permettre à l'UPA, aux agriculteurs et agricultrices, comme je suis, et qu'elle représente, d'être pleinement informés des enjeux environnementaux et agricoles posés par l'oléoduc Énergie-Est au cœur de nos terres et partout au Québec. Monsieur Bergeron. Monsieur le Président, TransCanada, comme j'ai mentionné, a choisi de respecter les institutions du Québec et, par exemple, nous faisons actuellement une demande à la Commission de protection du territoire agricole. Et c'est un peu le processus avec la Commission, c'est de soumettre un tracé. Donc, on revient un petit peu à la problématique dont on discutait tout à l'heure, c'est qu'il faut soumettre un tracé à la Commission pour qu'elle revise et qu'elle donne son accord. Et je vous dirais que toute la question, on parle beaucoup de la compensation pour le passage de l'oléoduc, mais il y a beaucoup d'aspects. On parle par exemple de la gestion de l'emprise, les activités qui sont permises sans demander la permission, d'autres pour lesquelles il y a des permissions requises, toutes sortes de précautions qu'il faut prendre. Bien ça, il faut que ce soit discuté. Et puis, lorsqu'on arrive devant la Commission de protection du territoire agricole, si rien de ça n'a été discuté, n'a été entendu avec personne, bien, on arrive les mains vides et puis on n'avance pas. Donc, je pense que l'Union des producteurs agricoles est quand même un organisme crédible lorsqu'on parle d'agriculture au Québec. Et je ne pense pas s'il y a 2000 propriétaires concernés, dont 75 % sont en milieu agricole ou forestier, qu'on peut négocier 1500 ententes cadres. Alors, je comprends que ce n'est peut-être pas la solution parfaite, mais on peut négocier avec l'UPA et on peut avoir des discussions en parallèle aussi avec d'autres personnes. Mais, encore une fois, dans le but de respecter les différents processus, il y a quand même un certain minimum de travail qui doit se faire en fonction des échéanciers qui sont ceux qu'on doit observer. Madame Fortin, est-ce que vous vous doutiez que j'allais me tourner vers vous? Madame Fortin, est-ce que la perception de Monsieur Gosselin par rapport à l'Union, l'Union des producteurs agricoles, interpelle certains aspects d'acceptabilité sociale qui méritent d'être mis en évidence? Oui, effectivement. Et puis, je vais me ramener encore au dossier que je connais encore plus pour l'avoir étudié davantage, le gaz de schiste, où les processus sont similaires. Cette forme, effectivement, de mise en avant du collectif de l'UPA, mais qui, en fait, prépare un plan B. C'est vraiment dans cet esprit-là que l'UPA travaillait, à savoir si jamais il y a ce projet, il faut être prêt et négocier une entente cadre. C'était l'intention de l'UPA. Je ne sais pas sur ce dossier-là si c'est la même chose, mais à l'époque, c'était ça. Mais malgré tout, l'idée, effectivement, de la part de ceux qui étaient critiques et se posaient encore des questions, qui n'avaient pas encore obtenu réponse, comme vous dites, se sentaient un peu
en faux par rapport à cette position-là, qui en fait ils estimaient non représentative de leurs intérêts, à savoir, posons d'emblée la question, est-ce que oui ou non c'est un projet qui est souhaitable pour nos territoires, puis ensuite on discutera et des modalités du tracé et des modalités de négociation. Et puis peut-être pour revenir sur la question de M. Germain tout à l'heure qui me posait effectivement avec raison, autour la décision gouvernementale se prend autour d'un tracé, mais comme on l'a bien dit tout à l'heure, dans la pratique la plus, je dirais les meilleures règles de l'art en évaluation environnementale, on a toujours mis sur la table différentes variantes, différents scénarios. Et là, on le voit de moins en moins, c'est le cas dans nombre de projets. Or, quand on est rendu qu'on a seulement un seul tracé qui devient la seule option, ça pèse aussi lourd sur les acteurs qui sont concernés par ce choix-là de tracé. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci.